on revient ici à studio, on va parler politique. Et le match en cours, il y aurait un but qui aurait déjà été marqué. Le Cameroun a marqué, oui, c'est ça? Oui, vous jubilez parce que le Cameroun a marqué. Oui, on fait le point. C'est bien, mais à moi, de mon expérience, mon souhait serait que les équipes africaines là, qu'ils marquent à 10 minutes de la fin du match. C'est encore plus grave là. Non mais attends, on verra. Ça peut avancer. Bien, on reçoit notre invité. Monsieur Jacques Bonimi, homme politique, auteur. À partir de maintenant, il y a cet ouvrage, ce livre, vous avez fait une analyse sur la situation sociopolitique de la Guinée. Vous parlez, vous l'intitulez Une transition politique et démocratique inachevée. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour à tous et bonjour aux auditeurs. Allez, pourquoi cet ouvrage? Qu'est-ce que... Avec tout ce parcours, bien évidemment, vous êtes homme politique, vous avez été à la CENI, vous avez vécu beaucoup de choses en République de Guinée. Qu'est-ce qui vous a motivé? Bon, il faut reconnaître que j'ai été envoyé en 2007 par Feu Jean-Marie Doré, l'Union pour le progrès de la Guinée à la CENI. Et j'y ai passé 12 ans et 11 ans au poste de directeur de la formation et de l'accréditation. Oui. Avec cette expérience, je me suis dit qu'il fallait laisser quelque chose... au peuple de Guinée qui va au moins parler de ce qui se passe et dans les élections et dans la vie politique, le dialogue, les différentes négociations, comment les élections sont organisées et comment aussi aider les futures élections et les futurs gouvernants à pouvoir organiser de bonnes élections. Donc le livre porte sur ça. Maintenant le titre, c'est vrai que les gens pensent que c'est lié à la transition actuelle, non. C'est pas la transition. Je l'ai bien observé. Vous parlez de la Guinée, des indépendances à maintenant. Si vous voulez, vous avez... à 2010. À 2010, ce sont les transitions d'abord de 84 et puis celle de 2008, en parlant bien sûr du passage du pouvoir de Dadis à Konaté. Vous avez également évoqué les événements de janvier-février 2007. Donc c'est un regard de politique sur la vie politique, la vie sociale de notre pays. Oui. Les différentes crises que la Guinée a connues à partir de 90. Parce que retenez que nous avons opté pour la démocratie multipartite en 90 en votant la loi fondamentale. Et le président général Lansana Conté a été élu pour son premier mandat en 93. Il a fait 2 mandats et tout le problème est parti de la modification de cette loi fondamentale en 2001 pour permettre à Lansana Conté d'avoir un 3e mandat. 3e mandat d'ailleurs qui a été mis sur 7 ans au lieu de 5 ans, et mandat qui ne terminera pas à cause de son état de santé qui était chancelant. C'est maintenant un clan qui dirigeait le pouvoir jusqu'à son décès. Souvenez-vous aussi qu'il y avait une assemblée qui était déjà expirée aussi. Donc à la mort, l'alternance ne pouvait pas avoir lieu. C'est ce qui a favorisé l'arrivée de l'armée. Donc j'explique vraiment comment les choses se sont passées pour que nous puissions tomber dans une transition. Parlons de l'ouverture. Moi, je voudrais qu'on revienne un peu sur l'ouverture, le multipartisme en 80, à partir des années 90. Cette présidentielle de 93 qui a porté pour la première fois, on parle d'élection démocratique. Très souvent, on a écouté le président Alpha Condé dire que en réalité, il avait remporté cette élection. Vous étiez là, vous avez vécu la situation. Quelle était l'atmosphère, quelle était la situation à l'époque? Bon, en fait, on venait de connaître une démocratie multipartite et on pensait organiser des élections libres. Mais à l'époque, c'est le ministère de l'administration du territoire et des affaires politiques qui organisait les élections. Les 2 premières élections, Lansana Conté les a remportées haut les mains. Mais quand les 2 mandats étaient terminés et il a pensé modifier les textes, l'élection de 93, les opposants ont refusé de participer à cette élection. C'est ce qui a... Oui. Et de 2003, je vous l'ai dit. Parce que la modification a eu lieu en 2001. Et en 2003, on a organisé une présidentielle où les gens ont refusé de participer. Et les crises réelles ont commencé à partir de 2001 quand cette loi a été modifiée. D'abord, le refus des opposants de participer à cette élection était une preuve. On a fabriqué un opposant qui a pris part à ces élections.
Et en 2005, déjà, les manifestations commençaient avec le RPG, bien sûr. Et au niveau du Parlement, une initiative avait été prise. Ça a été le premier dialogue, d'ailleurs, qui a eu lieu en 2005 avec la présidence de Dekazi, qui était député. C'était une initiative interparlementaire. J'ai pris part, nous avons travaillé 2 mois durant, mais il s'est trouvé que le pouvoir de l'époque ne connaissait pas ce que c'est que le dialogue. Donc le pouvoir civilo-militaire était tout à fait hostile au dialogue. Ça fait que ça n'a pas abouti. Après 2 mois, tout s'est bloqué. Et la crise évoluant, en 2006, il y a eu le comité paritaire. Ça a été d'ailleurs le meilleur dialogue en Guinée. Et je vous rappelle que ça a été un dialogue inter-guinéen. Alors si on revient, M. Bonimi, en 2001, autour de ce référendum, vous savez, en 2000, on a connu le référendum dernièrement, en 2019, il y a des arguments qui étaient présentés, qui étaient restés flous, parce que c'est la constitution de 2010 qu'on jugeait. Quels étaient, de votre point de vue et de l'analyse que vous apportez dans ce document, les arguments qui étaient avancés à l'époque par les pro-référendum? Bon, il faut reconnaître qu'à l'époque, il y a une expression qui était née, c'était le coudéisme. C'est-à-dire que Lansana Conté a bien travaillé et qu'il fallait qu'il continue le pouvoir. Mais généralement, en Afrique, le président, même s'il veut, il y a des adeptes de ce coudéisme-là qui pointent à l'horizon et qui font le travail pour celui qui veut continuer son mandat. Une question un peu peut-être que j'aurais dû poser avant, mais que je peux ramener. C'est l'ouverture de la Guinée aux différents régimes, le régime économique et le régime politique, qu'on a qualifié d'ailleurs d'ouverture un peu prématurée. Est-ce que ce ne sont pas les conséquences de ce multipartisme ouvert brutalement qui font qu'aujourd'hui ce pays est dans cette situation? Parce que ça n'a pas respecté les schémas, selon les analystes. Non, pas tout à fait. Sortant d'un régime aussi fermé que celui de Sékou Touré, on l'ouvre tout d'un coup, c'est comme ouvrir les vannes d'une mer déchaînée. Non, pas tout à fait ça. En fait, il faut plutôt dire que la volonté des gens à garder le pouvoir a prévalu à l'avancée démocratique que la Guinée avait connue à ce moment. Sans quoi, les leaders qui étaient venus généralement de l'étranger, qui connaissaient encore plus cette affaire de démocratie plus que nous, étaient sur le champ politique. Mais le pouvoir militaire qui venait d'accéder au pouvoir et qui avait monopolisé le pouvoir politique et le pouvoir même social et économique, parce qu'en Guinée, c'est celui qui est au pouvoir qui est vénéré par tout le monde. Puisque les gens veulent avoir des décrets, de telle sorte qu'on ne respecte plus les principes démocratiques, on préfère plutôt être obéissant à celui qui est au pouvoir pour bénéficier d'une promotion. Ça fait que la démocratie n'arrive pas à avancer chez nous. Un jour, un ami de promotion m'a dit: ah, nous sommes là où il y a le pouvoir. Là où le soleil brille, c'est là où on étale les habits. Donc, ça fait qu'on n'arrive pas réellement à respecter. On va à la soupe. On va manger. Bien sûr. Donc, c'est ce qui, en fait, domine notre démocratie et qui fait que on ne parvient pas à respecter les principes et les lois que nous-mêmes, nous votons pour gérer notre nation. Bien. Notre invité Jacques Bonimion, politique aujourd'hui, auteur de l'ouvrage Guinée, une transition inachevée. Les dés sont jetés. Nous revenons dans 10 minutes pour continuer le débat avec notre invité. Tu me coupes la parole, il y a égalisation. Égalisation de la Serbie. Oui, mais pourquoi tu ris? Tu te réjouis? Non, je me réjouis pas. Avant notre retour, je vous le disais tout à l'heure. Voilà. Gère sa 3e transition politique. On parle de cet ouvrage avec Jacques Bonimi, homme politique et auteur. Guinée, une transition inachevée. Jacques Bonimi est notre invité. On l'a reçu dans la première partie. Mais Ruby, la situation a évolué sur le terrain. Le match. 2-1 pour la Serbie. Tout à l'heure, là, j'étais encore en train de regarder la sortie des joueurs dans le couloir. Les Camerounais sont déconfitis. On a l'impression que le match est terminé. Ça en dit long sur l'atmosphère qui existe dans cette équipe. On vous le disait ce matin. Ouais, notamment à la tête de choses. On continue donc le débat avec vous. Alors, Jacques Bonimi, allez-y. Monsieur Bonimi, on va parler de ce premier dialogue interguinéen en 2006, qu'on a été appelé le comité paritaire. Le deuxième dialogue. Le deuxième dialogue, pardon. Oui. Le comité paritaire qui a débouché sur la création de la CENI, notamment la loi électorale,
et le statut des partis politiques et tout, est-ce qu'on peut dire que ce dialogue-là, en plus d'être une réussite, pouvait être une source d'inspiration pour les dialogues qui ont suivi après? Et c'était quoi la clé de la réussite? Quoi en fait sa particularité? Non, sa particularité, c'est que c'était un premier dialogue qui avait mobilisé tout le monde, parce que le dialogue de 2005 n'avait pas mobilisé tous les politiques et tous les sociaux, parce que c'était un dialogue interparlementaire. Ce sont les partis qui étaient à l'Assemblée qui devaient participer à ce dialogue, qui malheureusement n'est pas allé loin. Maintenant, le second dialogue qui a été vraiment une réussite, il y a eu la participation de tous, sauf le RPG. Parce que le RPG à l'époque ne croyait pas. C'est seulement le jour où il y a eu la restitution que le RPG a adhéré aux résolutions, parce que il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un tel résultat. Avec la création de la CENI, le statut de l'opposition, la subvention publique aux partis politiques et le code électoral révisé qui permettait d'aller à de bonnes élections, le RPG, par la voix de Khalil Keïta, qui était membre de la CENI et gouverneur de Farana, a pris la parole publiquement pour dire qu'à partir de cet instant, le RPG adhère aux recommandations de ce dialogue-là. Donc l'ensemble des acteurs politiques étaient consensuellement acquis à la cause de ce dialogue, de ces résolutions. Le seul bémol a été que les textes devaient être votés à l'Assemblée, et l'Assemblée à l'époque, par des manœuvres politiques, a traîné dans le vote de ces lois-là, et les événements de janvier-février sont arrivés. C'est juste après les événements de janvier-février que la session de l'Assemblée qui est venue après, ces textes ont été votés à l'Assemblée pour permettre la création de la CENI en fin 2007. Parlant justement de cette CENI, puisqu'on fait une rétrospective de la gestion du pays, dites-nous à l'époque comment était l'opposition guinéenne face à Lansana Conté. Est-ce que il est évident que la force qu'elle a aujourd'hui n'était pas la même qu'hier, mais dites-nous quelle était l'union entre opposants, c'était comment l'ambiance en leur sein. Établissez-nous une différence entre ces les guerres politiques ne finissent pas entre les leaders, mais je vous ai dit déjà à l'entame que si l'intérêt national était concerné par un événement, les leaders politiques se mettaient ensemble. Vous vous rappelez de l'existence de la CODEM, la coordination de l'opposition démocratique à l'époque, où tous les leaders se retrouvaient en son sein pour discuter des problèmes réels. Et quand il y avait un dialogue, une négociation, les leaders se retrouvaient et adoptaient une position commune par rapport au pouvoir qui était en place à l'époque. Est-ce que vous pouvez faire un parallèle, un parallèle entre les partis politiques à l'époque et aujourd'hui? Oui, en fait, vous avez parlé des régimes précédents. Avec ces opposants-là, on était sortis d'un régime de parti unique, et ceux qui étaient venus voulaient vraiment aller au changement. Mais nous venons de sortir aussi d'un régime qui a divisé tout le monde. Donc ne soyez pas surpris de la division actuelle. C'est ce que je veux dire. Est-ce que cet opposant d'hier, Alpha Condé, à l'époque de Lansana Conté, est-ce que vous l'avez reconnu quand il a pris le pouvoir? Est-ce que les promesses de l'époque, est-ce qu'il les a appliquées à la lettre lorsqu'il a... J'ai un ami qui m'a dit un jour qu'il était très content que Alpha Condé ait géré 11 ans de pouvoir en Guinée, parce que si Alpha ne prenait pas le pouvoir, on allait penser qu'on a laissé le meilleur Guinéen et on a pris d'autres. Donc l'espoir qu'on avait au départ, c'est pas ce qu'on a eu. Sauf qu'entre les déclarations que vous faites et la réalité, c'est différent. On aurait préféré peut-être le dire que de vivre ce qu'on vit aujourd'hui. Justement. Bon, je ne parle pas d'aujourd'hui, la question est claire. On me dit de faire une comparaison entre l'opposition de l'époque et l'opposition actuelle. Mais je vous dis que... Parlant justement d'opposition, il y a également le cas Jean-Marie Doré qui a été votre mentor. Jean-Marie, quel a été son rôle à cette époque-là? Parce qu'il a été qualifié d'opposant mi-fi, mi-raisin, tantôt à gauche, tantôt à droite. Parlez-nous un peu de Jean-Marie. Quel rôle a-t-il joué dans la classe politique? En fait, la position de Jean-Marie n'était pas comprise par certains, parce qu'à des moments donnés, il se disait centriste et il jouait entre les deux camps pour ramener les positions. Parce que chaque fois que la position d'un groupe était tendue, soit le pouvoir ou l'opposition,
il avait accès à ce groupe-là pour négocier, pour que les gens se retrouvent. C'est ce qui peut-être nous manque aujourd'hui. Ceux qui s'engagent dans ça, il y a des centristes aujourd'hui. Hein? Non, les centristes en question ont une position. Tu ne peux pas être centriste et avoir une position soit d'opposant ou de partisan de la mouvance. Mais est-ce que Jean-Marie était vraiment centriste? Parce qu'à l'époque, c'était en fonction de ses intérêts. Non, en fonction de ses intérêts, bien sûr, mais en fonction des intérêts de la nation. Retenez que même le dialogue de 2006, je vous ai dit que le RPG avait boudé. Mais le seul qui pouvait aller négocier avec les autres leaders, c'était quand même lui. Il faut le reconnaître aujourd'hui. Est-ce que, quand vous regardez la classe politique actuelle, en la comparant à celle dont nous sommes en train de parler, de 92 jusqu'à 2005, 2006, 2007, on remarque qu'aujourd'hui, la classe politique est beaucoup plus éclatée, beaucoup plus conflictuelle. D'ailleurs, on a l'impression que celle qu'on a eue à cette époque-là. Selon vous, qu'est-ce qui peut l'expliquer? Est-ce que, finalement, moi, de l'œil de profane... Oui, l'explication est simple. Oui. Dans le premier tour, je peux dire ainsi, au temps de Lansana Conté, vous aviez quelques opposants qui surplombaient l'ensemble. Et qui étaient venus généralement de l'étranger, de la diaspora. Ils avaient une vision par rapport à la Guinée qui était plus ou moins commune, même si par moment chacun défendait son intérêt particulier. Mais aujourd'hui, nous sortons aussi d'un régime qui a contribué à diviser les Guinéens, il faut le reconnaître. De telle sorte que même au niveau de la société civile, parce que ce dont vous parlez n'est pas seulement qu'au niveau des politiques. Même au niveau de la société civile, on a aujourd'hui une pluralité de sociétés civiles qui n'ont pas la même vision par rapport à la Guinée. Vous avez au niveau du syndicat, au niveau même des religieux, c'est des divisions de ce genre. Donc, nous héritons d'un système qui a laissé des traces et ça va être difficile de sortir. Pourtant, on a connu le fameux Fatara de 85. On peut dire aussi que ça pouvait diviser. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas le profil même de ces leaders de l'époque qui est peut-être dans notre monde aujourd'hui? Parce que quand vous preniez Bamamadou, Siradio Diallo, Alpha Condé, Jean-Marie Doré et j'en passe, est-ce que finalement ces hommes n'avaient pas plus de respect les uns pour les autres que ce à quoi nous sommes en train d'assister? Non, il y a le respect bien sûr, mais retenez que Conté a fait ce discours après 1 an de pouvoir. Et par la suite, il s'est ravisé. Et Conté a travaillé avec tout le monde. Il a travaillé avec tout le monde, toutes les régions, toutes les ethnies, sans exclusive. Mais ceux qui sont venus après, ceux en qui on a placé leur confiance, peut-être que Conté était plus en avance qu'eux. Alors, monsieur Bonimi, on va revenir au sein de la Commission électorale nationale indépendante, donc mise en place en 2007, comme vous nous apprenez après ce dialogue paritaire, donc ce comité paritaire. Quelles étaient les ambitions que la Guinée s'était fixées en mettant en place une CENI, parce que de toutes les façons, vous ne vouliez plus que le ministère de l'administration du territoire s'occupe de la question électorale, mais quelles étaient les ambitions? Et au final, à l'arrivée, quel bilan vous tirez, vous qui avez observé de l'extérieur et de l'intérieur la question électorale? Ok, je commence par le début. En fait, à part de la Guinée, beaucoup de pays africains avaient opté pour des commissions électorales nationale indépendante en retirant l'organisation des élections du ministère. Mais pour le cas particulier de la Guinée, souvenez-vous que les 2 premières présidentielles, les législatives, les communales, ont été gérées par le ministère de l'administration et le président Lansana Conté avait un droit dans ces élections quand... Pas un regard seulement, tu peux avoir un regard sans avoir un pouvoir dedans, mais il avait le regard et le pouvoir dans les élections parce que il y a un de vos collègues un discours où le président dit je veux les 90% des communes et chaque préfet avait obligation
de faire un résultat sans quoi il était partant. Permettez, il y a un de vos collègues qui nous a fait rire une fois. Il dit que c'était pendant des élections que le président Conté a dit je veux toutes les communes. Après, il y a quelqu'un qui a dit président, mais Kankan, quand même, c'est le RPG. Oui, mais je vous dis une chose sur les élections de 98. Moi, j'étais membre du Haut Conseil aux affaires électorales. J'ai supervisé les élections à Guéguédou, où j'ai fait pression. Les grandes gueules. En tant que jeune, bien sûr. Il y avait un bureau de vote dans la zone litigieuse de Nongwa, vers la Sierra Leone, où il y avait un détachement militaire. On a envoyé une urne là-bas et je voulais aller vraiment superviser les élections. Le colonel Vivas, qui était le commandant à l'époque, me dit, bon, monsieur Jacques, il n'y a pas de problème, mais je n'assure pas votre sécurité parce que c'est une zone de guerre. Bon, j'ai eu peur, je me suis retourné et les résultats arrivent la nuit. Sur les 1200 votants, il y avait un seul RPG, le reste PUP. A dit 1199 militaires qui ont voté pour le PUP. Est-ce que c'était réellement le nombre de militaires là-bas? On ne sait pas. Deuxième chose, on finit la centralisation. Moi, je prends les résultats, je file sur Conakry. À partir de Kindia, les résultats passent à la radio. Alors que vous avez les résultats? Moi, j'ai mes résultats en main. Et on annonce les résultats à la radio nationale. Mais je suis venu directement, j'ai continué chez moi à la maison avec mes résultats. Les grandes gueules. Donc, c'était une raison pour vraiment créer une CENI où l'administration n'avait pas trop d'implication dans l'organisation des élections. Et ça a été une réussite. Mais est-ce que ça a changé? Non, ça a changé, s'il vous plaît. Bon. La CENI avait une première attribution. Elle était superviseur des élections et c'est le MATD qui devait organiser. C'est à l'arrivée du président Dadis qu'une ordonnance a été prise pour confier l'organisation des élections à la CENI. D'accord. Et ça nous a permis... J'ai une question. Vous pouvez, s'il vous plaît, vous pouvez voir les élections de 2010. Parce qu'une élection dans laquelle on relève les points de dysfonctionnement et on dit qu'il faut corriger avant d'aller au second tour. Je crois que c'est... Vous soulevez il soulève un débat intéressant. C'était le cas? Justement, par rapport à... Les 24 points ont été relevés lors d'un dialogue qu'on a appelé le dialogue de la commission ad hoc. La deuxième phase. Ce qui a duré 4 mois. Non, c'est le comité paritaire qui a duré 4 mois, mais c'est vrai, entre les deux tours, ça fait 4 mois. C'est parce qu'il fallait corriger tout ça avant d'aller au second tour. Dites-nous toute la vérité aujourd'hui. Vous avez été à la CENI, il y a eu beaucoup de spéculations, beaucoup de polémiques. Comme vous le faites maintenant. Non, c'est l'histoire. Oui. On parle de votre livre. Tout à fait. Voilà. L'histoire, il faut la rappeler pour que les gens soient édifiés. Des grandes gueules. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces élections-là, le troisième devienne premier à l'issue du vote? Parce qu'on nous apprend que le deuxième tour... Mais déjà, Antoine, je t'arrête. Tu ne peux pas dire le troisième. La Cour suprême a déclaré 2 candidats admis pour le second tour. Tu ne peux pas dire le troisième. Touré a dit qu'il était deuxième. Oui, il a dit, mais ce n'est pas ce que le résultat... Moi, je veux vous poser une question sur la base de votre livre. Oui, allons-y. Parce que vous dites dans ce livre, bien avant le second tour, tout allait bien à la CENI. Entre les commissaires, tout allait bien, l'ambiance était bon enfant. Et vous situez les causes de la crise au sein même de la CENI. D'abord, le décès de Ben. Oui, tout à fait. Également, Selou, Alpha Condé vont aller pour le second tour. À partir de cet instant-là, on constate une division entre les commissaires à la CENI, parce que chacun commence à se repositionner sur un leader. Tout à fait. Est-ce que, à votre avis, le fait de ne pas organiser les 2 tours, parce que c'était 3 semaines, c'est ce que disait la loi, entre les 2 tours. Tout à fait. Mais on a perdu 4 mois. Est-ce que tout n'a pas commencé là? Tout ne s'est pas joué là. Là, ce délai-là, le fait de rallonger au lieu de 3 semaines, le fait de rallonger, est-ce que tout ne s'est pas fait là? Non, c'est pas à partir de là. En fait, c'est vrai que politiquement, il y avait une division au sein des commissaires de la CENI. Il y a eu une recomposition. C'est là l'inconvénient de mettre des acteurs politiques dans la commission électorale. Parce que chacun, à l'époque, s'est orienté en fonction des candidats et des partis là où ils étaient partis en alliance. Mais le problème qui est né à la CENI, c'est que
le leader est décédé, le président Ben Sekou Sylla. Et celui qui a été élu à la mort de Ben Sekou Sylla, c'était Lonseni. Le second camp, ou le premier camp, qui était le camp de Cellou, doutait de la moralité de ce président-là. Et avec la recomposition de la sphère politique, les commissaires, finalement, en fonction de leurs choses, se sont orientés vers les deux candidats. La chance que moi j'avais à l'époque, c'est que mon parti était à la transition. On n'était pas candidat à un poste électif à cause du fait que Jean-Marie était. Donc j'avais accès aux deux postes. J'ai failli même devenir président. C'est quand cette négociation a échoué, à cause du fait que je sois politique, que le général Sekouba, non, le général Sangaré est venu. Du Mali. Parce que, oui, en fait, tout le monde était d'accord que Jacques soit coordinateur, pas président, mais coordinateur du second tour. C'est dans ces négociations, on est resté un vieux et allait dire à Lonseni, si tu acceptes ça, tu es foutu. Mais c'était un vieux de ce camp aussi, de l'autre camp. Finalement, Lonseni n'a pas accepté et on a été obligé de nommer un étranger. Je fais des recommandations pour ça. C'est une initiative ou une alternative qu'il ne faut plus jamais appliquer dans notre vie. Il ne faut pas renouveler parce que c'est pas bien. La Guinée connaît tellement d'experts électoraux que c'est inutile. Parce que c'est à 2 semaines en fait de la présidentielle qu'on a nommé le général Sangaré. La date était déjà fixée. Vous recommandez la mise en place d'une CENI technique? On a malheureusement pas beaucoup de temps. Justement, tout à fait. Je voulais insister sur ça parce que vous ne répondez pas entre les 2 tours. 3 semaines, on passe à 4 mois. Est-ce qu'il y avait nécessité à l'époque d'aller à ça? Non, je vous dis, ce sont les candidats même. Et l'élection de 2010 n'était pas qu'une élection nationale. C'est-à-dire que ce n'était pas seulement les Guinéens. Il y avait une forte implication, je le dis dans le livre, implication de la communauté internationale. C'est vrai que ce n'était pas comme la Côte d'Ivoire avec, bien sûr, le mandat des Nations Unies. Mais ici, tout devait sortir de la Guinée, mais toutes les négociations se déroulaient avec le groupe des 5. Le G5 non, pas les 5 à l'époque. C'était le groupe international de contact voilà, le GIC. à l'époque. Voilà. Donc, le retard est venu de là parce que le candidat Alpha Condé, surtout, tenait à ce que tous les 24 points soient corrigés avant qu'il n'y ait un second tour. Peut-être on aurait dû organiser même... Il y a des facteurs exogènes à la CENI, au fait. Tout à fait, tout à fait. La division qui était à l'interne de la CENI n'était qu'entre les commissaires. Mais aussi au niveau social, au niveau culturel même, il y avait tout à fait une opposition entre les Guinéens. Jacques Bonhomie, à présent parlons de l'actualité, puisque vous êtes homme politique également. Il y a ce dialogue. Oui, mais moi j'aimerais bien, avant ça, s'il vous plaît. On a un autre invité. Hein? Oui, d'accord. On n'a plus beaucoup de temps. Justement, mais si on devait aller aujourd'hui sous une forme précise d'OGE, qu'est-ce que vous recommanderiez à la Guinée? Quel type d'OGE? J'ai recommandé dans mon livre qu'on parte à un OGE technique où on va faire peut-être un recrutement parlementaire ou à l'international, je ne sais pas, mais qu'on prenne vraiment des spécialistes des élections avec une étude de moralité, une étude de compétences pour qu'on puisse valider les gens. Les CENI techniques, les CENI politiques plutôt ne conviennent plus à notre contexte. Parce que la pluralité des partis politiques, bien sûr, on aura des problèmes pour voir les membres au sein de cette CENI, mais aussi les oppositions entre les membres et la tendance de chaque leader à pouvoir contrôler la CENI fait qu'il ne faut pas aller maintenant sur ce plan-là, il faut recruter des experts Mais même à ce niveau, vous savez qu'on n'est pas à l'abri de contestations, où nous sommes dans un pays où on regarde votre patronyme, on regarde tout votre parcours, vos amitiés, pour vous affubler d'une appartenance politique. Et dans ce cas précis, comment s'entourer de garanties que justement ceux qui seront recrutés... En fait, dans une institution de ce genre, le recrutement est important, le recrutement compte beaucoup. Si les membres savent qu'ils ne dépendent pas d'une institution, d'une organisation ou même du président de la République,
ils vont pouvoir faire un bon travail. Monsieur Bonimi, dernière question. Oui, si vous permettez. On va faire 2 en 1 pour terminer parce qu'on est malheureusement pris par le temps. On doit prendre l'autre invité. Avec des mandats quel espoir vous avez aujourd'hui, si vous m'écoutez bien, avec le dialogue, le cadre qui se tient? Est-ce que vous pensez que ça va aboutir à quelque chose? Parce que le dialogue de 2006 dont vous parlez pourrait inspirer. Aujourd'hui, malheureusement, on a par exemple le RPG Arc-en-Ciel, l'ANAD et le FNDC politique qui ne participent pas. Justement, qui ne participent pas à ce cadre de dialogue. Est-ce que vous pensez qu'on peut obtenir quelque chose à l'issue de ce cadre? Oui, on peut toujours obtenir quelque chose. Ce qui est important, c'est que le CNRD a opté pour des élections générales, c'est-à-dire organiser toutes les élections pour aller. C'est déjà un acquis. Et deuxième chose, il faut qu'il y ait une entente pour aller à ces élections-là. S'il n'y a pas d'entente, on ne pourra pas. Alors, en tenant compte du contexte actuel, avec toutes les oppositions que nous connaissons dans notre pays, s'il n'y a pas une entente réelle entre les acteurs et le CNRD, on ne pourra pas... Mais il y a le chronogramme proposé par le CNRD. Est-ce que ce chronogramme pour vous par rapport aux élections est-il tenable pour aller à ces élections? Non, je ne parlerai pas de chronogramme tenable. Je penserai plutôt à un consensus. C'est-à-dire, quel que soit le chronogramme, quels que soient les éléments qui sont dans ce chronogramme, s'il y a un consensus entre le CNRD et les acteurs, on pourra aller facilement. C'est les mésententes, les incompréhensions qui amènent Vous comprenez la position de vos anciens pères aujourd'hui, de ne pas aller à ce dialogue? Non, ça c'est des positions personnelles, mais si vous ne connaissez pas l'histoire du dialogue en Guinée, vous allez les condamner. Mais c'est lié à un dialogue. Les incompréhensions de ces gens, les mésententes et les positionnements sont propres à tout dialogue. On peut ça peut toujours se régler. Je vous ai parlé du cas du RPG, qui dans la salle a dit que ce dialogue ne va pas aboutir et ils ont claqué la porte. Et qui sait, peut-être le trio pourrait adhérer. Voilà, et qu'ils ont adhéré au dernier moment quand on a restitué les résultats de ce dialogue. Donc tout peut arriver, mais je pense que le CNRD doit faire beaucoup d'efforts pour faire venir tout le monde autour de Jacques Bonimi, homme politique, auteur, merci d'être passé chez nous. Merci beaucoup. Et cet ouvrage d'ailleurs que nous vous recommandons fortement, vous avez dû lire le titre, Guinée, une transition politique et démocratique inachevée. Voilà, écoute. Qui est loin de la transition actuelle, parce que les gens pensent. Mais avoir le titre, on comprend aisément. Vous dites la Guinée, c'est le pays, en fait, ça pourrait partir, ça part de l'histoire. Vous voyez aussi le drapeau qui est dessus, qui est déchiré, ça correspond à la situation, à la situation du pays où vraiment le sang versé est aujourd'hui partagé, divisé, et même les ressources naturelles sont en train d'être dilapidées. C'est le jaune, et c'est très significatif. En tout cas, merci d'être passé chez les Grandes Gueules ce matin. Merci à vous tous. Nous continuons l'émission. Dans un instant, on parle de drogue.